Je monte dans ma chambre, j'ouvre cette boîte, et là, je sais pas, il se passe quelque chose. Mon plan à 14 ans, c'était de faire de la télé et de faire de la magie avec des stars pour potentiellement avoir une reconnaissance par les gens du milieu, les magiciens et les gens en général. Quand on a cette pensée-là de « c'est plus pour moi, je dois arrêter », c'est à la seconde d'après où on a un coup de fil pour qu'il se fasse quelque chose. Faut pas avoir peur de faire des sacrifices maintenant qui t'emmèneront à des résultats plus tard. Si on n'arrête pas quelque chose et si on lâche pas quelque chose, il n'y a pas de raison de fail. C'est-à-dire que oui, peut-être ça fonctionne pas, mais si on continue, on persévère, ça peut que fonctionner. Tu vas regarder, tu vas dire non mais c'est impossible ce que t'as fait. Mais je le fais, tu vois, je le fais devant toi. Je me dis que peut-être que si je fais des trucs impossibles, ils se disent moi c'est quoi mon truc impossible ? C'est d'aller parler à cette fille au collège, c'est d'aller faire ça dans mon travail, c'est d'aller accomplir cette mission. Tu penses que tout le monde peut réussir ? Bienvenue sur High Value Entrepreneur, je suis Roger. Les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par l'agence Tête de Tigre, l'agence de podcast audio et vidéo. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Maxime. Hello. Trop cool de t'avoir sur ce podcast. Moi aussi content d'être là. J'ai de la chance de t'avoir et on a quelques liens communs sur des sujets, pas la magie, quoique peut-être un petit peu. Aujourd'hui, je vais pas te demander de te présenter parce que l'exercice est très galère et on l'évite dans le podcast. Je vais te poser une question simple pour entrer dans le vif du sujet. Comment aujourd'hui on arrive à faire ce que tu as fait, réaliser ce que tu as réalisé un peu partout dans le monde et comment ce diminutif de magicien des stars et la chose qui te caractérise pas le plus mais sur laquelle on revient souvent quand on parle de toi. Déjà merci de m'inviter, je suis hyper content. Magicien des stars, ouais, alors je pense que c'est un peu du marketing, ça veut dire que j'ai eu cette chance très jeune, à la fois que ça puisse m'aider à rentrer dans le métier en contactant des célébrités. Je devais, je crois, avoir 14-15 ans. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivé là, c'est-à-dire que je voulais être magicien. On m'a toujours dit, les professeurs, mes parents, que la magie, c'était pas un métier. Je pense qu'ils avaient raison et à la fois non. Et du coup, tout de suite, je me suis dit, si je veux faire de la magie, je peux pas juste être un magicien qui va faire des anniversaires ou des mariages, même si j'ai rien contre ça. Mais j'avais tout de suite compris très jeune que je devais viser le plus haut possible pour potentiellement essayer d'en vivre et d'être magicien et de devenir magicien. Donc c'est ce que j'ai fait. En gros, j'ai essayé tous les moyens, je connaissais personne, enfin toujours maintenant, mais je connaissais personne et du coup ce que je me suis dit c'est que je faisais des vidéos sur YouTube à l'époque et à l'époque Twitter c'était pas un gros truc, c'est-à-dire qu'on pouvait parler avec tout le monde, c'était vraiment un outil de communication extraordinaire et du coup je faisais des messages groupés que j'envoyais à plein de stars, à toutes les stars françaises, américaines, tout ce qu'on voulait et j'envoyais mes vidéos, hey bonjour je suis Maxime, je suis magicien avec mes liens de vidéos et il y a plein de gens qui ont répondu. Et d'autres aussi qui n'ont pas répondu d'ailleurs, et qui maintenant me répondent ou qui m'envoient des messages. Donc c'est là où ce qui est drôle, c'est que tu dis que la roue a tourné. Et c'est aussi intéressant parce que là maintenant aujourd'hui, je pense pas que cette méthode fonctionnerait s'il y a un jeune qui nous regarde ou moins jeune qui voudrait, je sais pas, se lancer dans n'importe quel business, pas forcément de la magie. Donc c'est aussi assez intéressant parce que tout évolue. C'est-à-dire que maintenant, je pense que c'est plus TikTok ou ce genre de nouvelles plateformes. Dans 2 ans, il y aura peut-être un autre moyen d'émerger. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc de là, j'ai réussi à rencontrer plein de gens connus. Des producteurs, des acteurs, des présentateurs et j'ai essayé de me créer un peu mon réseau tout doucement. Donc c'est assez drôle d'être le magicien des stars, mais à la fois c'est quand même ça qui m'a aidé. Je sais pas si je suis vraiment le magicien des stars. Ce qui est sûr, c'est que oui, j'ai le luxe d'avoir rencontré beaucoup de stars américaines, de très grosses stars françaises, d'avoir fait des vidéos avec elles. Qui tournent encore et qui tournent énormément encore aujourd'hui. Ouais, ça a fait, l'info on s'amusait à compter, je crois qu'on a plus d'1 milliard de vues, tu vois. Waouh. Okay, d'accord. Juste avec Kylian Mbappé par exemple, qui est une des plus grosses vidéos, j'ai fait je crois 300 millions de vues, ce qui est assez ouf. C'est vrai que sa réaction elle est hyper intéressante en plus, c'est-à-dire que le tour en lui-même est ultra intéressant, mais sa réaction elle apporte encore plus de valeur parce qu'on le voit qui regarde, qui cherche. Je pense, et ça a été entre guillemets ma nouvelle marque de fabrique, c'est que j'ai cette chance-là d'avoir des gens qui sont assez rares. Ça veut dire que des stars américaines, Kylian Mbappé ou d'autres gens, c'est pas des gens qu'on voit beaucoup. C'est-à-dire qu'on les voit en train de faire leur travail, mais on les voit pas dans les journaux, on les voit pas en train de faire des interviews. Ils sont très rares. Donc c'est d'autant plus peut-être encore plus fort qu'un magicien arrive à leur faire un tour de magie et à le filmer. C'est une sorte de, enfin c'est malin de ma part entre guillemets, mais c'est qu'ils sont tellement rares que de pouvoir les voir dans une autre façon, donc presque dans leur vraie vie, c'est ça aussi qui rend la vidéo entre guillemets encore plus virale. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, t'es le magicien des stars? En tout cas, c'est une des manières qu'on peut te présenter. Mais avant d'être le magicien des stars, t'es forcément un petit garçon qui
aujourd'hui peut-être découvrent la magie? Est-ce que dans ta famille aujourd'hui, t'étais un peu prédisposé à être dans la magie? Est-ce que pas du tout? Comment ça se passe? Comment tu découvres la magie? Dans quel univers tu cohabites? Non, c'était pas du tout prédisposé. Il y avait personne de ma famille qui était dans le milieu artistique. Ça m'aurait peut-être aidé, et à la fois non, peut-être pas. Là, j'ai comme un peu comme tous les magiciens, on raconte toute cette même histoire. J'ai eu une boîte de magie à Noël, et c'est vraiment l'histoire entre guillemets bateau, c'est-à-dire que j'ai cette boîte de magie, je sais que j'aime la magie, je monte dans ma chambre, j'ouvre cette boîte, et là, je sais pas, il se passe quelque chose. C'était vraiment un coup de foudre. C'était genre littéralement. Tu pourrais nous expliquer un peu ce coup de foudre? Qu'est-ce qui se passe pour toi là avec ton regard d'adulte, sur ton regard d'enfant ou sur ton feeling d'enfant de te dire j'ai eu la même chose avec la magie mais bien plus tard ou sur d'autres aspects où j'ai l'impression d'avoir découvert une sorte de code secret, une sorte de chose que moi seul avait peut-être potentiellement compris que ça va faire un truc pareil ou toute autre chose. Ouais, c'est à la fois ça s'explique pas, et à la fois c'est vraiment bête, mais j'avais vraiment compris qu'il s'était passé quelque chose, que j'avais trouvé ma voie juste en regardant ça. Et à la fois, c'est des trucs qui s'expliquent pas. C'est vraiment un sentiment qu'on peut pas expliquer, mais qui paraît si familier alors qu'on n'y connaît rien. C'était assez intéressant enfin, j'ai pas trop de souvenirs, ce serait mentir de dire que je me rappelle exactement, mais j'ai quand même un souvenir d'ouvrir cette boîte et évidence. Et ouais, il se passe quelque chose, une sorte d'évidence. Et pour la petite anecdote, c'est-à-dire que Noël, c'est les repas de fête, les repas de famille, le saumon fumé. Donc j'adore le saumon fumé, je mange que ça, et je suis pas descendu pendant le repas, alors que vraiment, donc mes parents ont compris qu'il s'était passé quelque chose, clairement. Qu'est-ce qui se passe dans ton regard d'enfant là, dans les jours, dans les semaines d'après, quand tu découvres ce truc-là et tu te dis ok, évidence, est-ce que tu te dis je veux faire ça de ma vie rapidement, ou tu te dis je veux passer énormément de temps comme un enfant qui découvrirait le foot ou qui découvrirait un nouveau sport ou un truc où il serait passionné par ça, ou tu stops, ou alors tu vas aller plus loin, tu sais directement que tu vas aller plus loin? En vrai, oui. D'un coup, en fait, je devenais un peu la star de l'école, et toute l'école me connaissait. Alors, ils connaissaient pas mon nom, mais ils m'appelaient tous le magicien, et j'avais cette, entre guillemets, soudaine popularité. Et du coup, je me suis dit quand même, la magie, il se passe quelque chose pour moi, et je crois que j'aimais bien ce sentiment, en fait, pas d'être important, mais d'être regardé, en même temps de pouvoir amuser les gens, pouvoir les faire rire. Et même si jeune, j'avais compris le pouvoir et l'importance de la magie dans nos vies. Je pense que tu vois, on a besoin de magie, on a besoin de rêver, on a besoin d'oublier nos problèmes, on a l'impression. En fait, je crois que ce que j'aime le plus avec la magie, c'est ce que je fais, mon travail en général, en spectacle, à la télévision, c'est de faire des trucs qui sont impossibles. C'est-à-dire que tu vas regarder, tu vas dire non mais c'est impossible ce que t'as fait. Mais je le fais, tu vois, je le fais devant toi en vrai ou en spectacle. Du coup, je me dis que peut-être que si je fais des trucs impossibles, les gens eux-mêmes, ils se disent moi c'est quoi mon truc impossible? C'est d'aller parler à cette fille au collège, c'est d'aller faire ça dans mon travail, c'est d'aller accomplir cette mission. Du coup, si moi je fais des trucs impossibles, bah les autres personnes, n'importe qui peut faire quelque chose d'impossible. Aujourd'hui, la magie, ça prend énormément de place dans ta vie. En tout cas, c'est ce que je crois comprendre. C'est toute ma vie, ouais. Avant la magie, c'est quoi ta vie? C'est toujours été ça, c'est-à-dire que à 8 ans, j'ai eu la boîte de magie, donc en soi, avant, c'est un petit garçon qui a 2 petits frères et qui kiffe sa vie et qui va en vacances, mais qui très rapidement trouve la magie et qui vraiment place la magie. En fait, je pense que n'importe quel métier ou en général, c'est beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire que si on prend l'exemple par exemple d'un footballeur, quand ils sont petits, bah ils sont plus trop avec leurs parents, ils sont dans des camps d'entraînement, ils s'entraînent, puis après peut-être ils sont successful, peut-être pas du tout, et voilà, ils deviennent entraîneurs ou d'autres choses. Bah la magie, j'ai l'impression que c'est à peu près pareil. Ça veut dire que moi, quand j'étais petit, j'ai pris énormément, enfin toujours, mais beaucoup de sacrifices. Que ce soit à l'école, j'allais pas par exemple aux anniversaires de mes potes à l'école. Pas que je voulais pas, mais j'étais tellement concentré dans la magie, dans ça, que j'étais tellement dans mon monde, et je voulais tellement potentiellement un jour réussir, que j'avais fait ces sacrifices déjà très jeune. Qui aujourd'hui paye parce que je peux aller à tous les anniversaires de la Terre, voyager quand je veux, alors que mes amis qui allaient aux anniversaires plus tard, bon, bah, maintenant peut-être qu'ils travaillent et ils ont moins le temps de ça. Donc je pense que c'est aussi beaucoup de sacrifices, et il faut pas avoir peur de faire des sacrifices maintenant qui t'emmèneront à des résultats plus tard. Je pense que ça c'est intéressant. Ces sacrifices, c'est toi qui l'as compris, ou t'as aussi eu l'aide de tes parents qui ont aussi peut-être eu cette culture dans une autre thématique, peut-être qu'ils n'étaient pas dans la magie eux. Peut-être qu'ils ont eu aussi ce mindset un peu de dire il faut mettre les efforts qu'il faut pour réussir à obtenir ce qu'on veut.
J'aurais aimé dire oui, mais en fait non, je pense que c'était tout seul. C'était une évidence. Ça veut dire que ils viennent pas du tout de ce milieu-là, mes parents. Ils en avaient même peur. Mais ce que je peux comprendre en tant que parent, c'est-à-dire que le métier artistique, la télévision, tout ça, ça fait peur. On sait pas où est-ce qu'on met les pieds. On sait pas. Donc non, très jeune, moi j'ai compris qu'il fallait faire des choix, qu'il fallait avoir un plan aussi. C'est-à-dire que ouais, je crois qu'à 14-15 ans, j'avais déjà mon plan. Et je disais déjà à mes professeurs, non mais vous verrez, je serai à la télévision, vous verrez. Je leur disais déjà, donc j'avais déjà ce plan-là et je savais exactement comment j'allais faire. Après, forcément, les plans peuvent changer, il y a des aléas, mais je savais exactement où je voulais aller. C'était quoi ton plan à 14 ans? Mon plan à 14 ans, c'était d'avoir une émission télé, de faire de la télé et de faire de la magie avec des stars pour potentiellement avoir une reconnaissance par les gens du milieu, les magiciens et les gens en général, pour pouvoir faire mon métier en fait, pour pouvoir potentiellement vivre de la magie. La magie, on sait à quel point c'est fascinant dans bien des aspects. T'as parlé de sacrifice. Il y a un sacrifice qui est évident pour même moi-même avoir essayé de faire de la magie à mes heures perdues pour faire rigoler ma femme, en tout cas essayer de lui faire des petits tours par-ci par-là. Il y a une dextérité, il y a une compréhension, il y a un sacrifice en temps d'heures et d'énergie qui est derrière un tour qui peut durer 3-4 minutes. Il y a des heures et des heures et des heures de compréhension, des heures d'essais, de test and learn, de fail. Comment t'as vécu ça? Parce qu'en fait, à 8 ans, ok, c'est une évidence, mais je pense que t'as dû avoir des gros loupés, des gros moments d'essai, Est-ce qu'il y en a eu, en tout cas? Je pense que effectivement la magie c'est une rigueur, c'est comme toute. Après il y a un truc aussi, c'est que pour moi c'est pas un métier, ça l'est toujours pas. Pour moi c'est ma passion. Ouais. J'ai ce luxe-là et cette chance énorme que pour moi c'est ma passion. Donc déjà je vois pas les choses, je vois les choses d'une autre manière. En tout cas j'ai toujours vu ma vie en général comme pas un jeu mais un peu comme comme du kiff. Donc ça déjà c'était une chance assez vraiment extraordinaire. Effectivement, la magie, c'est beaucoup de travail, beaucoup de manipulation, beaucoup d'apprentissage, de technique. En fait, je pense qu'il y a un truc dans la magie qui est, moi, je trouve le plus intéressant, c'est d'être curieux. C'est-à-dire que moi, je suis curieux de tout. Des films, des musiques, tout. J'ai même un plan que je me fais quasiment toutes les semaines où je dois regarder X nombre de films. Mais ça, c'est drôle parce que en fait, j'ai appris il y a pas longtemps que ça vient les Américains font ça. Par exemple, David Copperfield. Qu'est-ce qu'ils font? Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ce plan? Ils ont, en tout cas pas tout, on en a des différents, mais ils ont des rigueurs justement par exemple, David Copperfield que j'ai rencontré il y a pas longtemps, il regarde des films tous les soirs. Et de tous les soirs, il regarde des films et ils écrivent avec son équipe pourquoi il a aimé ce film, qu'est-ce qui a été bien, quel objet ils ont utilisé intéressant, et ils en font des brainstorming et ils en font des tours de magie. Peut-être je sais pas, il y a une photo booth à un moment dans un film et on crée un tour de magie avec ça. Alors moi je le fais d'une manière un peu différente, je vais pas aussi loin, en tout cas peut-être plus tard, mais en tout cas j'essaye de me nourrir d'idées qui existent. Je vais écouter des musiques toutes les semaines, je vais écouter toutes les nouvelles musiques qui sortent et je vais essayer de voir s'il y a pas un truc qui me touche ou juste si je vais pas avoir un petit son pas mal pour une émission télé ou une vidéo ou un truc comme ça. Je sais pas, je vais me balader, ça c'est un peu bizarre, mais la nuit je vais me balader dans Paris en trottinette électrique dans Paris. Je vais je sais pas, regarder des trucs sur la psychologie, sur les nouveaux trucs qui viennent de sortir en tech, comment je pourrais utiliser de la magie. Enfin, j'ai une sorte je pense que c'est hyper important d'être curieux et d'aller regarder hors justement de ce qu'on fait déjà. Même des relations humaines. Enfin, en fait, je pense qu'on peut récupérer. Enfin, c'est une forme d'art. Enfin, c'est de l'art, mais de n'importe de ce que l'on peut vivre en général. L'inspiration partout. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, il faut être hyper vigilant et hyper aware et regarder un peu partout, de savoir qu'est-ce qu'on peut en récupérer et comment on peut juste. Parce qu'en fait, le goal, c'est quoi? C'est de toucher les gens. Et pour toucher des gens à travers la magie ou à travers l'art ou en général, il faut aussi regarder qu'est-ce qui nous parle. Et je pense que en parlant avec des trucs que l'on connaît tous, c'est ça qui va faire qu'on est encore plus touché. Mais ça a l'air si facile, mais ça l'est pas, parce qu'en fait, plus c'est facile, plus on passe en fait à côté des choses simples ou des trucs que l'on vit tous. Il y a plein de basiques à maîtriser, en tout cas en magie, et des concepts à maîtriser aussi. Tu me dis si je me trompe. Toi, c'est quoi les concepts que tu as compris rapidement étant petit? Je sais qu'il y a la tension qui est intéressant, il y a la dextérité, il y a le fait, il y a plein de petits jeux de mémoire, de faire partir l'attention quelque part, revenir, partir. Il y a plein d'éléments. Toi, c'est quoi l'endroit que tu as très vite compris, que tu t'es dit, ah tiens, là il y a... Je pense pas qu'il y en a un en vrai en particulier. Je pense que c'était pendant mon apprentissage là. Enfin, et d'ailleurs, j'apprends toujours. Hein, j'aurais jamais fini d'apprendre. C'est ça. C'est aussi pour ça que enfin, vraiment, c'est toute ma vie, parce que tous les jours on apprendra quelque chose de nouveau. Mais il y a pas un truc. Je pense que c'est tout l'apprentissage. Effectivement, la magie, c'est plein de trucs. C'est un détournement de l'attention. C'est pendant que tu regardes ça, moi, je fais quelque chose.
Il y a un truc, je pense que c'est le truc on s'imagine pas, mais c'est les coups d'avance. C'est-à-dire que le magicien a toujours un coup d'avance. Sur tout, mais même sur des mini-détails. Ça veut dire que je pourrais raconter plein d'histoires où des fois, en fait, c'est l'impact de la magie, c'est ça que je trouve génial, c'est que je peux faire quelque chose. Par exemple, là, je sais pas, on se voit. Je peux récupérer une information sur maintenant que je pourrais, alors que je la connais là, je pourrais te la ressortir dans 2 ans. En mode, à nulle part, tu me demandes de te faire un tour de magie et parce que je me serais rappelé de ça, dans 2 ans, j'utiliserai cette information à mon avantage pour le tour. Et en fait, c'est pour dire que la magie, si on part sur ce genre de truc, on voit qu'on peut aller quand même très très loin et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres arts où on va si loin dans les techniques, dans la psychologie et dans tout ça. Après, ouais, je pense pas qu'il y en ait une en particulier, je pense qu'il y en ait plein. Moi, j'aurais pensé à la psychologie, peut-être, parce que là, j'ai l'impression que t'es quand même. On a échangé quelques fois. Ça va très très vite. Ça va. Hop, tu repères 2-3 éléments, tu vois les éléments, tu vois des détails qui sont en apparence des détails, mais finalement toi tu les captes comme des informations, comme tu viens d'expliquer. La psychologie, toi, quand t'étais plus jeune, c'est quoi? C'est un truc que t'as développé avec la magie, ou c'est une chose que tu penses que t'as eu et que t'as continué de développer à son paroxysme? Je pense que je l'ai eu, j'ai eu cette chance, je pense, de l'avoir, un petit peu, en tout cas de comprendre rapidement. Et après, ouais, j'ai toujours été curieux de ça. Et j'ai pas mal lu ce qu'ils appellent la PNL. Ouais. Et surtout, j'ai trouvé ça intéressant parce que quand j'ai lu la PNL au début, bon, il y avait des techniques, un peu comment comprendre, voilà, mais il y avait aussi, ils expliquaient pourquoi la PNL est née. Et ça m'a fasciné, en fait, de savoir que ça existait pour comprendre pourquoi les gens, c'était il y a je crois en 1900, même avant, pour comment les gens réussissaient en fait. Et de base, la PNL, c'est de ça. C'est de savoir comment un individu, comment arrive à réussir. Et du coup, ils analysaient tous ces faits, Alors, c'était pas trop de la psychologie, c'était plus les chemins qu'ils utilisaient. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Du coup, ça m'a beaucoup intéressé. Et après, j'étais en fait toujours curieux des gens partout, je sais pas, dans le bus, quand j'étais petit, où je m'amusais, par exemple au collège, à essayer de deviner ce que les gens vivaient. Et des fois, j'allais les voir et j'allais demander. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait de la psychologie. Et alors, ça peut paraître un peu bizarre de dire ça sur un podcast, mais j'avais aussi l'impression d'avoir une sorte de clairvoyance un peu et de comprendre, de comprendre des choses qui étaient pas évidentes ou qui étaient hyper profondes, on va dire. Et du coup, ça, je m'en suis toujours servi un petit peu dans la magie, de ce côté un peu de comprendre les gens. Juste en leur parlant ou juste en les regardant, en observant. Tu fais une différence entre le mentalisme, c'est un peu ce que tu es à demi-mot en train d'expliquer, le mentalisme et la magie. Est-ce que c'est deux choses différentes, c'est des choses complémentaires, c'est des choses qui n'ont rien à voir? C'est la même chose en fait, si on peut dire. C'est-à-dire que un magicien peut faire du mentalisme, c'est des tours de magie avec un personnage un peu qui peut deviner des choses. Les mentalistes n'ont pas des super pouvoirs, même si ils utilisent des techniques un peu plus développées, un peu plus psychologiques que certaines. Mais je pense que c'est plus de la magie en fait. Après, on aime croire que voilà, on a des pouvoirs et qu'on peut deviner. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai rencontré plein de gens du coup avec la magie et ce truc de clairvoyance. En tout cas, de comprendre, je l'ai vu à chaque fois et ça m'a toujours fasciné en fait. La première fois, j'étais à Londres et j'étais allé rencontrer le casting de Doctor Strange. Donc c'était Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, des énormes stars américaines. Et c'était la première fois que je voyais ça en vrai. En fait, ça m'a frappé. C'est que j'arrive dans la pièce avec Benedict Cumberbatch, donc énorme acteur anglais, voilà, une star de ouf. Je lui dis bonjour et on échange avant l'interview. Enfin, c'était une vidéo de magie. Et le mec, en fait, il me donnait les réponses avant que je lui pose les questions. Mais c'était pas des questions bateau, genre vous avez tourné un... Et quand j'ai vu ça, en fait, ça m'a sonné. Et alors que je connais, entre guillemets, mais ça m'a sonné. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens successful, en tout cas, alors c'est pas forcément connu, hein, ça peut être des très grands entrepreneurs, des producteurs, des businessmen. Dans ma petite carrière, en tout cas, pour en avoir côtoyé pas mal, ils ont tous ce truc-là. C'est-à-dire que tous ces gens-là... Beaucoup d'avance. Ils ont ce coup d'avance, ils ont cette sorte de clairvoyance et ils répondent aux questions avant qu'on leur pose. Ils ont la réponse avant qu'on leur pose la question. Et ça me choque encore maintenant. Un magicien, ça se comprendrait de pourquoi il doit avoir ce coup d'avance. Tu penses que ces gens-là, comment ils le développent ou d'après J'en parlerai pas si j'ai la réponse en vrai, hein, mais non, en vrai, je trouve ça assez ouf et je me dis qu'en fait les gens qui réussissent ont ce truc-là. Donc pour moi, si on veut réussir, je pense, parce que ça se travaille, on l'a, ça c'est en nous, hein, c'est pas, mais en tout cas je pense que ça se travaille et que ça se développe et que ça se grandit.
Donc s'il y a une sorte de mini conseil ou quoi, c'est que si on a un peu ce truc-là et qu'on veut entreprendre des choses, je pense qu'il faut travailler un peu sur soi, sur ce côté d'avoir des réponses et de comprendre les choses, les gens et les sensations, les façons de faire. Parce que je pense que c'est quelque chose de clé qui nous aide à réussir dans la vie, ce fait de comprendre les choses. Toi, en tant que magicien, mais en tant en tant qu'être humain, est-ce qu'il y a, en grandissant, un point où tu t'es posé la question de te dire, oui, ok, la passion, c'est sympa. Évidemment, il y a aussi des questionnements sur est-ce que ça vaut le coup de continuer, des remises en question, se dire, en fait, trop dur, peut-être plan trop loin, trop huge. Est-ce qu'à un moment, tu t'es posé cette question où t'étais convaincu que c'était certain, t'allais y arriver? Je pense que j'étais assez fou pour y croire. Quand j'ai quelques souvenirs où j'ai voulu arrêter la magie, mais c'était pas vraiment parce que ça me paraissait compliqué. C'est plus que la magie, c'est le seul inconvénient qu'il peut y avoir entre guillemets, c'est que c'est beaucoup de matériel, il y a des magasins spécialisés qui vendent des livres, des DVD d'ailleurs, super livres. Non, mais qui vendent des livres, des accessoires et tout ça, et donc c'est très très coûteux, très voilà. Et donc quand j'étais petit, voilà, j'avais à Noël, à mon anniversaire des nouveaux tours, des nouveaux matériaux, peut-être voilà par-ci par-là. Et je me rappelle, je crois que c'était vers 14-15 ans, enfin non, peut-être un peu avant, j'ai pas voulu arrêter, mais en fait c'est que j'avais pas de nouveaux tours, j'avais pas de nouveautés. Ok. Et bon, maintenant j'ai cette chance-là d'avoir des nouveautés tout le temps, soit parce que je l'ai créé, soit voilà. Mais du coup, j'avais pas cette nouveauté-là, j'avais pas de nouveaux tours à faire. Je faisais les mêmes, j'en avais peut-être 30, 40, et du coup ça me lassait. Et il y a un moment, je me suis dit, bon bah voilà, et j'ai arrêté une semaine, je crois, et j'ai repris tout de suite après. Et après, non, sur le côté, est-ce que je pensais que ça allait être trop... Non, en vrai, jamais. J'étais convaincu que ça allait fonctionner, même si ça aurait pu ne pas fonctionner. Hein. Il y a à aucun moment où tu t'es dit, stop, c'est fini, bon, en fait, c'est pas pour moi. Oui et non, dans le sens où il y a peut-être de ça, mais à la fois, ce que j'ai de ma carrière, ce que j'ai pu comprendre, c'est que justement, quand on a cette pensée-là de c'est plus pour moi, je dois arrêter, c'est à la seconde d'après où on a un coup de fil pour qu'il se fasse quelque chose. Moi, je me rappelle que, alors je voulais pas arrêter, mais en tout cas, je me posais des questions et je me suis dit, bon, moi, je sais pas trop. Et je crois qu'une heure après, j'avais un coup de fil de Arthur. Et après, j'étais sur son émission sur TF1. Mais après, ce que j'ai pu, entre guillemets, voir, c'est que dès qu'on a des doutes et qu'on se dit, ouais, bon, ça vaut peut-être pas le coup et qu'on veut arrêter, c'est généralement vraiment, il y a un truc comme si l'univers nous écoutait, où il se passe quelque chose vraiment d'hyper important et de, justement, très huge. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a aussi ce moment-là, en tout cas, peut-être que tu confirmeras ou pas, où tu penses être là. Et finalement, il y a aussi ce petit moment où tu peux peut-être potentiellement redescendre rapidement. Parce que là, on dit, tu étais dans une ascension relativement intéressante. Mais comme au moment où on veut arrêter, hop, on a un petit coup du destin qui nous amène à dire non, fallait pas arrêter. Et parfois, quand on est au top, de se dire, peut-être d'imaginer qu'on est au giga top. Et finalement, le petit truc qui fait que on revient beaucoup plus bas qu'on aurait pu imaginer. Est-ce que ça, tu l'as vécu? Enfin forcément je l'ai entre guillemets vécu d'une façon, c'est parce que la chance que j'ai eue, c'est donc à 17 ans je suis avec Arthur sur TF1 sur une émission, c'est trop bien, je m'amuse de fou, je rencontre toutes les stars, enfin tout le monde, j'ai cette récurrence dans l'émission et l'émission s'arrête au bout d'un moment et forcément t'as ce côté de quand tu es sur TF1 toutes les semaines, voilà, t'as quand même une certaine attention, donc quand ça s'arrête c'est sûr que tu sens un manque. Après, cette chance-là, c'est que je suis monté sur scène, j'ai écrit le premier spectacle, donc j'ai pas vraiment vécu de trucs trop forts, mais c'est sûr que je m'en suis rendu compte. Après, j'avais pas le temps de me rendre compte parce que j'étais en tournée, j'étais dans toutes les villes partout. Mais c'est vrai que psychologiquement, pendant 2-3 jours, je me suis dit, il y a pas de télé cette semaine. Mais après, je pense que ça fait partie de nos métiers artistiques, c'est ça, et encore, c'est pas les pires, je pense que le pire, c'est être acteur, tu vois. Ou même quand t'es un super acteur, t'as ces moments tu dois passer des castings, tu dois attendre des réponses, t'es tout le temps en attente, est-ce que les gens m'aiment, enfin après c'est pour tout le monde en vrai hein, ça, ce truc là, mais c'est beaucoup de questions en fait. De reconnaissance. Ouais, c'est ce que on se dit, est-ce que si ça marche pas, est-ce que c'est les gens qui ont un problème avec moi, est-ce que je dois changer quelque chose, alors que c'est juste que le temps ou le timing est pas forcément le bon tout le temps. Après moi je pense que quand on a une idée, il faut juste rester attaché à cette idée-là. Il faut prendre des risques. Faut pas avoir peur. Je sais pas comment expliquer en fait. Je pense qu'en fait on sent les choses au fond de nous et c'est pas justement plus c'est compliqué,
plus ça vaut le coup en fait. Moi je pars aussi de ce principe-là. Si c'est facile, je vois pas trop l'intérêt de on t'appelle, je vois pas trop l'intérêt. Je pense qu'il faut un peu de difficulté, même pour juste pour le storytelling, juste pour faire un podcast avec des histoires intéressantes. Mais non, je pense qu'il faut de la difficulté. En parlant, tu as plusieurs fois utilisé le mot risque. Aujourd'hui, c'est quoi les risques si on pouvait graduer un peu le risque que tu as pris, au début, c'était quoi les risques au tout début? Et aujourd'hui, c'est quoi les risques que tu prends? C'est intéressant parce que justement, je pense que je prends pas assez de risques. Enfin, maintenant, en tout cas, je pense que je prends beaucoup moins de risques que quand j'avais 15 ans et que je voulais vraiment. Tu sais pourquoi? Pas parce que je suis confortable, parce que j'ai ma position, que ça fonctionne et que tout va très bien. Donc, pas que tout allait pas bien quand j'avais 15 ans, mais en tout cas, je voulais faire quelque chose. Du coup, j'ouvrais toutes les portes. Enfin, j'avais toujours ce truc-là d'être un peu malin, d'oser, d'essayer tout ça. Quand on a entre guillemets tout, quand on a toujours quelque chose à prouver, mais voilà, quand on a réussi et que on a fait tout ce que l'on voulait, bah on va moins prendre de risques, on va moins aller. Salut, est-ce que tu veux? Parce que quand j'ai commencé, c'est aussi pour ça que j'en suis arrivé là, c'est que j'ai ouvert toutes les portes que je pouvais. Quelles sont les portes que tu n'as pas encore ouvertes aujourd'hui? Bonne question. Peut-être l'étranger. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'à l'étranger, c'est pas encore ouvert? Enfin, l'étranger, c'est-à-dire que d'avoir un spectacle à l'étranger ou un truc comme ça. Un peu comme il a fait MB14, là, il est allé aux États-Unis, en Angleterre, Ouais. où là, pour le coup, il a quasiment la même réaction qu'en France. Est-ce que c'est genre le type de choses qui serait à ouvrir pour la suite, pour toi? Ce serait plus un spectacle. Mais j'avoue que, en fait, c'est pas que ça me fait peur. Enfin, ensuite, peut-être je peux le dire, mais c'est que j'ai l'impression que si je pars, je ne reviendrai pas. Et je crois que ça me fait peur, en fait, de partir de mon confort et de mon truc. Je pense que si je vais aux États-Unis ou en Angleterre ou je pense que ça peut fonctionner. Je peux avoir ma place et je pense que ça me fait peur presque de réussir là-bas en fait. C'est-à-dire que du coup je quitte la France. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore pris ce chemin-là. Mais je sais que je vais le prendre, hein, mais peut-être en fait je retarde l'échéance, on va dire. C'est vrai que le petit garçon si t'étais le même petit garçon, est-ce que le petit garçon il apprendrait cette porte-là aujourd'hui? Oui, il y serait allé. Le petit garçon, il aurait pris déjà le billet d'avion, il serait depuis longtemps. Qu'est-ce que donc il y a ce risque. Ça va être très intéressant je te suis hein, et je vois tes aventures. J'ai trop hâte de devoir aller. J'y vais, hein, mais pas pour le travail, quoi, pas pour travailler. Mais j'y pense. Enfin, j'ai ce que je me suis rendu compte, c'est que tous les risques que j'ai pris avant, c'était plein de petits. En fait, j'ai jamais vu ça comme des risques parce que c'était plein de petites étapes. Bon, ce qui est comment on crée une carrière, de toute façon, il y a pas de secret. Mais c'est vrai qu'en fait, je me rendais pas compte de tout. Enfin, il y a pas très longtemps, c'est en écrivant le livre où on a un peu documenté ma vie, ce qu'on a pu faire, où je me suis rendu compte en fait de ce que j'avais pu accomplir. Mais jusqu'avant, j'avais pas du tout idée de tous les trucs. Enfin, en fait, on s'en rend pas compte parce qu'on est dans le moment, on vit les trucs un par un et on a un objectif. On réussit, on le réussit pas, mais on remonte. Et donc, je me rendais pas compte de tout ce que j'avais pu faire. Et c'est en écrivant ça où j'ai un peu pu voir, je me suis dit, c'est quand même pas mal en fait. Le petit garçon, le petit Maxime, je pense qu'il serait fier de toi. Et c'est là où j'ai vu ça. Donc en fait, je pense que tous ces petits risques-là, en fait, c'est plein de petites étapes. Et en fait, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Faut pas voir les choses. Peut-être c'était pas l'erreur que j'avais quand j'étais petit, mais moi, ma finalité, c'était que je voulais être magicien à la télé, médiatisé, pour dire à mes parents, c'est un métier, vous inquiétez pas pour moi, je vais réussir, voilà. Donc c'est pour ça que je voulais viser CEO en tant que magicien médiatisé. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais alors qu'en fait, je pense que c'est bien d'avoir un goal, mais en fait, il faut juste avoir je l'avais, mais un plan avec toutes ces petites étapes. En disant d'accord, d'abord je vais me faire repérer, après quand je me ferai repérer d'abord je vais travailler, d'abord je vais être bon, je vais avoir mon image, je vais avoir mes trucs, mon identité, je vais être moi et je vais essayer d'apporter quelque chose parce que si on n'apporte rien, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je vais travailler 10 fois plus que tout le monde, après je vais me faire repérer, après si je me fais repérer, je pourrais montrer mes 10 fois plus de travail à tout le monde, et après étape, et après je pourrais arriver où j'en suis. Peut-être que j'aurais dû avoir cette... si j'étais plus posé, mais bon, après on est un enfant et on veut juste ouvrir les portes et juste réussir, quoi. Le premier risque que tu as pris, significatif pour toi, est-ce que tu t'en rappelles? Le premier risque significatif, je pense, c'est d'avoir voulu faire ça, hein, je pense, en vrai. C'est quoi, 15-16 ans, j'allais vraiment frapper à toutes les portes, j'envoyais des messages à tout le monde. Et c'est comme ça d'ailleurs que je me suis fait repérer par mon producteur. Christophe Meillan, qui est un très grand producteur de spectacles, et c'était je pense le premier risque. Et après ce qui est assez drôle, c'est que du coup j'ai fait mon stage de 3e là-bas,
Donc il y avait toujours ce côté un peu voilà malin. Du coup j'ai fait mon stage de troisième là-bas, après j'ai un peu plus été là-bas, et donc ouais, je pense que c'est ça le premier risque, c'est d'avoir osé le pas et d'avoir essayé ça. Comment on sent quand on prend un risque, que ça fonctionne? Comment on voit la vie par rapport à cette prise de risque qui finalement quasiment une étape normale. Tu sais qu'il faut le prendre. Comment on le vit en tant qu'enfant et après en tant qu'adulte? En vrai, je crois avoir un peu cette folie de pas vraiment me rendre compte que c'est des risques. Je me suis jamais dit que je me mettais en danger dans. Il y a des fois où je me dis bon bah voilà, par exemple monter sur scène ou là, mais à aucun moment je me suis senti en danger. Ou c'est peut-être plus dans la création de tours de magie, ou quand je crée des tours et que j'imagine des trucs nouveaux et que je vais les faire à la télévision en direct, où là je me dis bon, il y a peut-être un risque. Si c'est pas bien ou si c'est pas assez bien construit, enfin ça marchera, mais je me prends un problème en direct sur TF1. C'était plutôt ça le danger que d'accomplir des choses en réalité. J'ai jamais vu de danger parce que bon, enfin, quand on est jeune, on est un peu insouciant. Enfin, j'ai cette chance-là, tu vois, d'avoir commencé à 18, j'en ai 25 maintenant. Du coup, j'ai jamais eu peut-être cette mentalité. Enfin, je suis posé, mais voilà, genre je sais pas, j'ai des enfants, j'ai une famille. Enfin, j'ai jamais eu ce truc-là peut-être qui m'aurait limité ou qui m'aurait fait prendre moins de risques. J'ai toujours eu ce truc-là. Vas-y à 200% et kiffe ton truc. Et si on allait sur la partie un peu émotionnelle en termes de prise de risque, parce que là, finalement, toi, t'as une prise de risque qui est en même temps de divertir, avoir le coup d'avance, et en plus t'as avec un public. C'est-à-dire que forcément, ça doit forcément fonctionner et avoir cet effet waouh. Est-ce que tu as eu un fail qui a été suffisamment significatif, justement, en mode où tu t'es dit plus jamais, ou est-ce que t'as un en tête? En spectacle, je sais qu'il est arrivé des trucs où des fois ça marchait pas. Il y a eu un ou deux trucs qui n'ont pas marché. Mais il y a ce truc-là en magie, c'est que si on dit pas qu'on a échoué, personne ne sait qu'on a échoué. Ok. Mais on peut faire ça aussi dans la vie. Hein. Ça veut dire que, par exemple, il y avait un tour, je me rappelle, dans le spectacle, où je faisais disparaître une bague. Donc la dame, là, sa bague disparaissait, et il y avait une boîte à bonbons, là, quand on était petit, on met une pièce, on tourne, voilà. Et dedans, il y avait une capsule, et normalement, il était censé avoir sa bague. Et donc je suis en spectacle, on met la pièce, on tourne, et rien ne tombe. C'est pas, la machine s'enraye. Alors qu'il y a... Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, je fais une blague. Bon, bah, votre bague a vraiment disparu, au revoir. Donc là, tout le monde est mort de rire, elle un peu moins. Et on s'assoit et on continue le spectacle. Des gens de mon équipe comprennent que voilà, et on invente une autre fin du tour. Personne n'a su que ça avait raté, enfin voilà, parce que ça n'a pas raté. Au final, elle a reçu sa bague, c'était magique. On a fait apparaître la bague dans un autre endroit, mais c'était vraiment de l'improvisation, et à la fois fallait assurer, fallait pas dire qu'on a raté. C'est-à-dire que pour les gens, c'était peut-être un peu plus long, un peu plus longuet ce moment du spectacle, mais personne n'a su qu'il y a eu un problème. Donc en fait, le fail, c'est quelque chose qui est à gérer. Et en fait, vous gérez pas un fail, vous êtes constamment en train de vous dire comment ça peut être amélioré, comment ça peut être récupéré à chaque fois. C'est ça. Pour moi, il y a pas d'échec. C'est que une continuité. Et enfin, si je leur avais dit bon bah ça a raté, je suis désolé, oui j'avais raté, mais là je l'ai pas fait. Il m'a fallu 2 secondes où j'ai compris qu'il y avait un problème. J'ai analysé la situation tout en faisant des vannes, tout en faisant de l'impro et tout ça. Et j'ai continué le spectacle, et j'ai récupéré sa bague d'une autre manière qui était peut-être pas ouf, mais bon, au final, il y a eu l'effet escompté. Donc ouais, je pense que c'est un peu aussi dans la vie. Si on dit pas si on n'arrête pas quelque chose et si on lâche pas quelque chose, il y a pas de raison de fail. C'est-à-dire que oui, peut-être ça fonctionne pas, mais si on continue, on persévère, ça peut que fonctionner. On peut improviser, trouver la technique qui fait que ça fonctionne, et finalement, ça devient un gigatour. Il y a un tour comme ça que t'as fait, limite, qui aurait été fail, ou qui aurait été loupé, et qui finalement t'a donné une idée de tour derrière, plus intéressant, ou une meilleure élaboration, ou peut-être même plus pertinent dans la conception? Bah, ça, c'est un travail de tous les jours. Ça veut dire que la pertinence, forcément, on se rend compte qu'est-ce que les gens aiment, quelle histoire les a le plus touchés, et donc forcément, ça, c'est un perpétuel travail. Comme un humoriste qui va tailler ses blagues et qui va les raccourcir, mettre des trucs. C'est un travail quotidien. C'est comment je vais toucher encore plus, qu'est-ce qui va faire que. Ça, c'est un travail de toujours. On pourrait discuter pendant très longtemps de cette partie magie, mais j'aimerais bien aussi qu'on parle de la manière dont tu as aussi potentiellement réussi à réussir dans cette industrie. Comment on fait pour connecter? Tu as envoyé énormément de demandes.
Ça fonctionne encore cette technique, hein, sache-le. Ça fonctionne aussi beaucoup vis-à-vis. Mais sur alors TikTok, c'est un peu plus compliqué parce qu'on peut pas. Mais connecter. Twitter, je pense moins, parce qu'à l'époque, Twitter, c'était pas c'est ça hein, ce que je voulais dire, c'est que à l'époque, ça venait de sortir, tout le monde était accessible. Okay. Là, je suis pas sûr qu'on écrive à des gens et qu'ils soient aussi accessibles. Mais ça fonctionne moins bien, mais ça fonctionne encore. Ça qui est, mais oui, effectivement, je pense qu'il y a, c'est moins évident, c'est moins facile, mais ça fonctionne encore. Comment on fait pour connecter avec des gens potentiellement inaccessibles quand on est dans ta situation? Parce que là, il faut avoir un truc à proposer, faut que ça intéresse, faut qu'on te laisse donner, qu'on te donne l'opportunité, ne serait-ce que d'essayer ou qu'on arrive à voir. Comment t'as réussi à faire ça? C'est que très jeune, j'ai toujours eu ce truc-là aussi j'avais une sorte de guideline, c'est que je voulais être le premier à faire quelque chose. C'est-à-dire que alors je sais pas pourquoi, mais par exemple, j'ai ce luxe-là, du coup, après Arthur, après TF1, d'avoir fait énormément d'émissions j'ai fait tous les plateaux de télé quasiment, et j'ai eu le luxe d'être le premier magicien. Je sais pas, par exemple, Quotidien, Roland Garros, des trucs où j'étais vraiment le premier à faire de la magie. Donc déjà, c'était assez important pour moi. Et du coup, en gardant un peu ce truc-là, j'ai réussi à aller dans des endroits où, par exemple, là, on a fait le Festival de Cannes. C'était la première fois qu'ils acceptaient, même pas un magicien, juste une personne, entre guillemets, sur le tapis rouge, à l'entrée du tapis rouge, pour faire des vidéos avec tous les acteurs américains qui passaient, tous les trucs. Et en fait, je pense que tout ça, c'est une accumulation. Ça veut dire que il y a des vidéos qui fonctionnent très bien, il y a des connexions, il y a des idées. Je pense que c'est important d'avoir aussi des idées, d'être tout le temps en proposition constante de ça. Et du coup, tous ces trucs-là ont fait que j'ai pu être le magicien du Festival de Cannes sur le tapis rouge, juste assez ouf, mais même juste de pouvoir qu'ils acceptent, parce qu'il y a genre 4 médias, c'est hyper sécurisé, protocolaire, c'est très très compliqué. Donc juste ça, tu vois, c'est des fiertés de me dire, j'ai réussi à être le premier magicien, ça, il y a eu Roland Garros où j'ai fait de la magie, tu vois, en direct avant la finale. J'ai toujours essayé j'ai travaillé avec le PSG par exemple. Tu vois, il y a que des vidéos de leur joueur de foot. Je suis genre le premier à avoir fait genre des tours de cartes avec des cartes PSG au milieu du stade et qu'ils ont mis sur TikTok et sur leur Instagram, tu vois. Et c'est ce truc-là, et c'est aussi ça qui m'anime, c'est de trouver des nouvelles idées, d'être vraiment le premier à aller leur proposer, et voilà, qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre. Et après, je suis assez content parce que ça ouvre plein de voies. C'est que t'as plein de petits jeunes qui vont travailler avec d'autres marques, avec d'autres trucs, parce qu'il y a eu ces vidéos-là et parce qu'ils peuvent se rattacher à ça. En fait, tu viens pas juste demander s'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à vous dire. Tu viens avec un apport de valeur en leur disant j'ai un truc à vous proposer qui va vous apporter un truc archi cool, et en plus ça vous permet de communiquer, et en plus donc t'arrives avec une proposition de valeur qui est limite on peut pas la refuser quasiment. Ouais, on peut. Dans l'intention en tout cas. Ouais, je pense qu'on peut pas, et surtout qu'il y a un truc assez intéressant, c'est que la magie, ça fait très longtemps que je milite pour ça, mais c'est un des meilleurs moyens de communication qui est en train d'arriver. Ça veut dire que toutes les marques maintenant, elles vont travailler sur la magie. Moi, j'ai la chance de travailler déjà avec pas mal de grosses marques, des marques de luxe, où en fait, on peut faire un tour de magie avec, je sais pas, avec un super mug, et en fait, le mug, c'est une marque. Et donc en fait c'est assez intéressant parce que les marques commencent à s'y mettre. Ça faisait déjà 3-4 ans que j'allais voir tout le monde, toutes les marques, ils me disaient peut-être pas, et là elles commencent petit à petit. Par exemple là il y avait Netflix, ils m'ont envoyé rencontrer les acteurs de Stranger Things, et donc je leur ai fait des tours un peu étranges, mais au final c'est une OP pour parler de la série. Donc il y a plein de façons. PSG c'est pour mettre un nouveau maillot en avant. Donc ça c'est assez intéressant que les marques en fait acceptent et ont envie d'utiliser la magie, vu que c'est un moyen hyper fun, hyper rapide. On va regarder la vidéo plusieurs fois, on va la commenter, on va l'envoyer à ses potes. Tiens, regarde comment il change son maillot, nan. Et au final, c'est de la pub un peu déguisée. Donc c'est assez intéressant comme nouvelle forme qui arrive. Est-ce que tu penses que la magie aujourd'hui, l'évolution de ce pourquoi c'est intéressant pour eux, c'est que le temps d'attention est court finalement, qu'il faut se surprendre, et finalement le problème que les gens ont aujourd'hui à communiquer, finalement la magie l'a résolu en captant l'attention, en les faisant garder même pas 3 secondes sur un endroit pour repartir. Finalement, la magie a résolu le problème de l'attention, une des parties de l'attention aujourd'hui. Est-ce que tu penses que c'est une des raisons pour laquelle ça commence gentiment à tendre vers ça? Parce qu'il y a des rebonds, il y a des surprises. On croit connaître le tour final. Finalement, on est surpris parce qu'en fait, ce qu'on avait imaginé avant, il y a une sorte de mini-série en l'espace de quelques minutes. Et finalement, avant, on n'a peut-être pas autant besoin de capter l'attention. Que tu penses que c'est cette évolution qui fait que la magie prend son... Moi, peut-être, mais je pense surtout qu'il y a toujours des moments, entre guillemets, des années d'or. Je sais pas si c'est le bon mot, mais je pense qu'il se passe vraiment un truc, justement, avec toutes ces vidéos sur Instagram, sur TikTok. Il se passe un truc en France où là, je pense, pendant les 5-6 prochaines années, il va y avoir beaucoup de magie.
à la télévision, en publicité, des livres, des trucs. Enfin, il va y avoir beaucoup de la magie va être un truc cool. C'est pas que ça ne l'était pas, mais je pense qu'il va vraiment y avoir une sorte de vraie envie, un peu comme la ventriloquie par exemple, avec Jeff Panaclock qui est arrivé, qui a tout révolutionné et qui a ouvert une voie énorme où il y avait de la ventriloquie partout, dans tous les talk-shows, alors qu'en vrai on se l'aurait peut-être pas dit. Enfin, il y avait il y a très longtemps avant. 20 ans. C'est ça, avec Tataillé et tout ça. Et après, Jeff Panaclock est venu et a ouvert la porte pour ça. Et donc je pense qu'il va se passer quelque chose comme ça pour la magie, où il va réellement y avoir un moment où on va en voir partout, en série, à la télé. Enfin, on en voit, hein, mais il va vraiment y avoir un moment, un truc assez fort. Pour tu penses que tu vas être en mesure, toi, de surfer là-dessus, ou en tout cas d'être la référence pour la suite? Ouais, bah c'est le travail. C'est pour ça qu'on va voir les plateformes. C'est pour ça qu'on prépare une série avec la plus grosse plateforme qui existe. C'est pour justement avoir ce coup d'avance. Moi, je pense que ça va arriver dans 2 ans. Donc, si dans 2 ans et qu'on a déjà une série de magie, voilà, il y a le nouveau gros spectacle, il y a tout ça, normalement, on arrivera au bon moment. Et après, l'idée, c'est pas que être la référence, c'est aussi d'ouvrir la voie pour tous ces jeunes. Et il y a plein de gens encore plus jeunes que moi, ou pas forcément. Et c'est aussi de travailler avec eux. L'idée, c'est pas que d'être soi, parce que c'est pas très drôle. L'idée, c'est aussi de partager, c'est le principe de la magie. C'est un partage, donc c'est aussi ouvrir avec tous ces magiciens. Il y a Eric Antoine qui est en France, qui est le boss, tu vois. Mais il y aura tous ces autres magiciens qui seront là, et je pense qu'il y aura un vrai truc, un peu comme aux États-Unis. Il y aura vraiment quelque chose de gros et une sorte de cohésion avec tous les magiciens. C'est assez intéressante. J'allais t'emmener là-dessus. Est-ce qu'il y a de la concurrence dans l'entrepreneuriat? Il y a une notion un peu. On est en concurrence. Beaucoup de gens font la même chose. Il y a des gens qui produisent, d'autres qui copient, d'autres qui font du plagiat directement. Dans la magie, on imite, on apprend, on regarde, on observe, on s'approprie. Est-ce qu'il y a comment toi tu vis la concurrence en étant magicien, et si est-ce qu'il y a de la concurrence? Je pense pas qu'il y ait enfin, moi, je vois pas ça comme une concurrence. Je pense que, comme tu l'as dit, en fait, le fait de pas faire comme tout le monde, d'avoir son truc, fait qu'il y a pas de concurrence, en fait. Si moi, je fais mes tours et que j'ai une façon de faire et un personnage, il y a d'autres magiciens, forcément, et moi, je veux qu'il y ait d'autres magiciens. Donc, moi, je vois pas ça comme, enfin, en fait, je trouve ça pas très sain, le mot concurrence. Parce que concurrence, ça veut dire qu'on ait peur, entre guillemets, de d'autres gens, alors que non, justement, je pense que c'est un truc d'aide, et si il y a peut-être un truc que je peux en retirer, c'est à moi d'être meilleur, enfin pas d'être meilleur, mais de faire plus, et en faisant plus, j'inspirerai d'autres gens à regarder ce que je fais, et eux feront plus, et du coup on fera avancer la magie. Donc c'est le seul truc que moi je peux voir. Je vois pas quelque chose vraiment de malsain, en tout cas de négatif dans ce côté concurrence. Concurrence, pour moi, c'est trop avoir peur de sa place et pas être rassuré de qui on est, ou de pas être légitime. Alors, je sais pas si je suis légitime, mais en tout cas, non, ça me fait pas peur, en tout cas. Il y a une autre manière de te présenter, c'est un peu le magicien 2.0, en tout cas qui va sur les nouvelles technologies. Il y a une révolution qui est en train d'arriver avec l'IA. Qui peut être intéressant d'avoir ton avis, même ne serait-ce que là-dessus. Aujourd'hui, est-ce que la magie, au vu des nouvelles manières de fonctionner, de cohabiter avec les outils technologiques que nous avons, qui s'appellent des téléphones, est-ce que la magie évolue en même temps que la technologie, et comment toi tu l'utilises? Bah, déjà, ce qui est assez intéressant, c'est que la magie, c'est pour moi le seul art qui a toujours évolué en son temps. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait, je sais pas, les cartes et les colombes. Après, il y a eu d'autres trucs. Maintenant, il y a des robots, des drones. Donc, en fait, la magie a toujours évolué avec son temps et avec les objets de son temps. Donc ça a toujours été assez intéressant, et ça continuera. Et ce qui est assez drôle, alors c'est normal parce tu connais pas, entre guillemets, les secrets et la magie, mais en réalité, la magie, ils ont 10 000 coups d'avance sur tout ce que tu pars de là. Il y a des trucs que j'avais déjà il y a 5 ans, de dernières technologies qui viennent juste de sortir. Donc bon, ça, on peut pas trop en parler, mais il y a déjà des trucs, toutes les nouvelles technologies, généralement, avant qu'elles sortent pour le grand public, la plupart du temps, elles sont déjà utilisées dans les tours de magie. En fait, la magie, c'est l'innovation, quoi. C'est l'innovation. Constamment. Et il y a des gens derrière, dans le monde entier, qui sont des génies, des inventeurs de génie, et qui vont prendre justement ce nouveau truc, je sais pas, qui pèse et qui vont en faire un tour de magie incroyable, qui vont l'associer avec des objets. Donc en réalité, ils ont déjà tous ces trucs-là. Même là, moi, je travaille sur des nouveaux tours qui, je pense, dans 4-5 ans, ce sera un truc que tout le monde utilisera, tu vois. Okay. Donc en fait, il y a toujours ce truc-là de technologie. En réalité, c'est pas des surprises pour nous. Enfin, c'est très rare qu'on soit surpris par des... Enfin, si, par exemple, là, ChatGPT, tout ça, on connaissait pas. Enfin, il y avait des systèmes un peu de ce style-là pour d'autres effets ou d'autres idées. Mais oui, je pense que ça va évoluer, et pourquoi pas dans un spectacle avoir un tour avec ChatGPT où tu demandes un tour, tu poses des questions...
ça on y pense, mais après le truc c'est peut-être très éphémère. Donc c'est à voir aussi est-ce que dans 2 ans c'est encore viable, tu vois, parce que si tu pars en spectacle avec ça, comment tu peux faire pour que ça touche encore les gens, tu vois, dans 2 ans il y aura déjà quelque chose d'autre. Donc c'est aussi ça qui est assez compliqué, c'est de mesurer si les choses restent, parce que dans ce monde-là aujourd'hui tout est très éphémère. Donc si on veut toucher les gens, c'est bien d'avoir le truc du moment, mais il faut savoir si potentiellement on peut miser dessus et qu'il y aura un réel impact dessus. Si ça marche qu'aux 2 ans, bah ça dans le spectacle, on l'enlèvera, quoi. Comment on arrive à rester à la pointe de l'innovation quand on est magicien? La curiosité, en vrai, Ouais. c'est toujours être curieux et toujours regarder partout. En fait, c'est assez cool parce que la magie, ça m'a permis de me faire plein d'amis, mais dans le monde entier. Ça veut dire que, alors j'ai beaucoup d'amis français, hein, mais je sais pas, aux États-Unis, en Espagne, en Angleterre, j'ai plein voilà, mais qui sont des gens qui sont des génies, des gens qu'on connaît pas, ou qui travaillent pour, je sais pas, David Copperfield, Dynamo, David Blaine, toutes ces stars un peu de magie. Et j'ai cette chance-là de pouvoir les connaître et de pouvoir discuter avec eux, et c'est eux qui m'apprennent des trucs de fou. Dès que j'ai la chance de voyager, que je passe même 1 heure avec eux, il y a ce côté un peu enfant qui revient en moi, en mode il m'a montré un nouveau truc, il m'a montré un truc thermique là, et je suis comme un ouf. Et donc c'est ce truc là, en fait, cette excitation, ce truc d'enfant que je retrouve dès que je vois ces gens hyper créatifs, hyper novateurs. Donc c'est pour ça aussi que j'ai toujours envie de faire de la magie et de faire des nouveaux trucs, parce que dès que je passe vraiment, là j'étais à New York, j'étais avec 2 de ces mecs là qui sont vraiment des génies, et ils m'ont montré des trucs de ouf. Et j'étais là comme un gamin, je dormais pas dans ma chambre d'hôtel, j'étais là, putain mais oui, je peux faire ça. Et donc j'avais ce truc là, et c'est ça pour ça que j'aime tant la magie, c'est que même quand on croit tout connaître, en fait on connaît encore rien du tout. C'est quoi la magie? Il y a le côté cool de la magie. Est-ce qu'il y a un côté dark dans la magie? Il y a la dark magic, la Ouais. magie noire. Est-ce qu'il y a pas forcément de la magie noire, à moins que tu aies un truc à nous annoncer maintenant, hein. Mais est-ce qu'il y a un côté dark dans la magie aussi? Parce que là, je pense j'interprète, et tu pourrais dire que je me trompe, mais autant il n'y a pas de concurrence, autant je pense qu'il doit y avoir de la compétition quand même à celui qui peut-être le plus innovant, le plus créatif ou créative. Est-ce qu'il y a un côté dark là-dedans de vouloir aussi garder certaines choses pour soi en disant j'ai pas envie que ça se sache, ou est-ce qu'il y a un côté un peu comme ça aussi dans la magie? Ouais, il y a ce côté-là, comme pour tout, où on veut garder les choses pour nous. Mais après, ce que j'ai appris, c'est que rien nous appartient en vrai. Tu vois, ça veut dire que je pense justement, plus tu montreras quelque chose à la télé ou en spectacle, plus ça t'appartiendra, si tu le fais en premier. En tout cas, bon, il y a pas vraiment de loi. C'est un peu compliqué ça, les lois en magie, à qui appartient quoi. Il y a David Copperfield qui travaille beaucoup sur ça, justement, où il dépose tout, les brevets, les trucs. Mais c'est un peu compliqué, ces notions de est-ce que ça nous appartient sur le moral, sur l'objet, c'est un peu encore il y a pas vraiment de trucs un peu établis sur ça. Parce que c'est comme les idées, les entrepreneurs qui veulent pas divulguer leur idée par peur qu'on leur pique, ou même encore d'autres qui la divulguent mais qui se disent j'en dis qu'à 1 2 3 qu'à quelques personnes, juste pour essayer de la conserver, de la garder, parce que si on me la vole, elle m'appartiendra plus, quelqu'un pourra l'utiliser à ma place, l'exploiter à ma place. On est encore un peu dans ce truc de concurrence et de rétention, mais je pense qu'en magie, il y a un vrai enjeu, en tout cas même dans la vie au quotidien, c'est de se dire si on nous la vole, est-ce qu'on était potentiellement la bonne personne pour le faire? Il y a un mindset, je crois, qui est très un peu anglo-saxon. En tout cas, moi, c'est mes amis, moi, ce qu'ils me disent, et j'ai entre guillemets gardé, c'est en fait une bonne idée. Enfin, en fait, on peut les partager parce que si on est créatif, ben on en aura d'autres. Alors forcément, des fois, c'est relou si tu fais quelque chose et qu'on va te le piquer, mais je pense que quand t'es créatif, si t'as une idée, t'en auras d'autres. Donc, à partir de là, t'as pas vraiment à t'inquiéter. Bon, après, peut-être que sur un plan business, un business model et tout, c'est peut-être plus délicat, hein, certainement, mais je pense que quand on a des idées, faut pas s'inquiéter, en fait. On en aura toujours, et ça évolue et ça avance. Parce qu'en fait, ce côté de les garder pour soi, bah, peut-être qu'elles vont jamais voir le jour. Donc, il y a aussi ce côté-là de partage où on va avoir des feedbacks et des choses comme ça. Alors, forcément, il y a des fois où on veut garder un peu, et moi, je crois pas trop en garder les choses pour soi, parce qu'en gardant trop, ça se fait pas. C'est pas le bon mood, c'est pas le bon spirit, c'est ça. Maintenant, il y a quelques trucs. Des fois, là, je travaille sur des nouveaux tours. J'ai pas trop envie de les montrer, tu vois, parce que je me dis c'est pas. Mais bon, d'un autre côté, si je le fais pas, il faut aussi que je partage, il faut aussi que j'inspire des gens, il faut que je donne des idées. Donc, il y a aussi ce truc-là d'inspiration.
Mais oui, après, il faut savoir protéger. Je pense aussi avoir une équipe et avoir confiance en les gens qui sont autour de nous. C'est aussi très important d'avoir des gens un peu qui te veulent ton bien vraiment et qui sont des gens créatifs, qui comprennent les bonnes choses pour toi. Faut être bien entouré. Les relations pour toi, ça se passe comment? Parce que je pense que quand on est magicien, en tout cas dans ton rôle à toi, et même quand on est être humain basique, hein, en apparence, on paraît être seul, mais peut-être que finalement t'es pas seul dans ton aventure. En termes de relations, comment t'as réussi à bien t'entourer et à trouver les bonnes personnes autour de toi? J'ai eu de la chance très jeune, justement avec ce producteur Christophe Meillan, d'avoir à 17 ans un producteur, un manager, une équipe. Il y avait 5-6 personnes. J'ai vraiment eu ce luxe-là, donc de très jeune, être à la télé, d'avoir mon spectacle et d'avoir eu toute cette très très grosse équipe de spectacles et producteurs, managers et tout ça. Maintenant, il y a le spectacle, j'en ai créé un autre, du coup, ce sera avec une autre équipe. Mais oui, j'ai toujours été très entouré. Il y a toujours eu un manager, des équipes, des gens autour de moi. Il y a toujours eu ça. Après, en termes d'artistique, c'est vrai que je suis assez seul dans le sens où j'aime bien quand même me focus et vivre mon truc, essayer de trouver des nouvelles idées, même si je vais aller le montrer soit à mes équipes, soit à mes petits frères, soit à des amis, où je vais avoir des retours assez efficaces. Ils vont pas me dire ah c'est bien, si c'est pas bien ils me le diront. Et puis après c'est aussi s'écouter nous-mêmes aussi. Je pense qu'avec le temps on a, je sais pas comment expliquer, mais des bons goûts. En tout cas on comprend quelque chose qui va plaire à d'autres gens. Enfin, en fait, j'ai l'impression avec le temps, on charpe nos. Je sais pas comment expliquer je suis en train de faire l'américain là, mais tu sais, comment on peut dire sharp Tes décisions, elles deviennent de plus en plus affûtées. Ouais, c'est affûté, mais c'est affûter ses goûts en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on commence à toujours taper dans le mille en fait. On a toujours, dès qu'on a quelque chose et que vraiment ça nous touche profondément, on sait que c'est un bon truc. En fait, avec le temps, on commence à se connaître et à comprendre ce qu'on fait et notre art, notre craft. Et du coup, on arrive à potentiellement savoir que ça va marcher. Même si on n'est jamais sûr, parce qu'au final, on le fait pour les gens et c'est les gens qui soit vont aimer notre tour, notre idée, ce qu'on va leur faire ressentir. Donc, en soi, ça, on peut jamais vraiment trop contrôler ça, mais en tout cas, on peut contrôler tous les paramètres autour pour que ce soit le mieux accueilli possible, quoi. À titre perso, comment on vit cette aventure? Parce que autant la magie prend énormément de place dans ta vie, mais à titre perso, toi, justement, t'as parlé de tes frères, ta famille, genre ce parcours-là, est-ce que ta famille est avec toi? Et encore aujourd'hui, est-ce que ça crée forcément peut-être des petites ruptures ou des petites choses un peu compliquées? Comment c'est passé pour toi sur ce niveau-là? Ça a créé une rupture quand j'étais plus jeune. Enfin, pas une rupture, mais c'est vrai que mes parents me disaient que la magie, c'était pas un métier. Et moi, j'ai toujours eu ce tempérament un peu têtu, donc je leur ai dit si. Et forcément, ça m'a un peu éloigné quand j'ai commencé à faire ces émissions de télé, à être sur TF1. J'avais un peu ce truc-là, vous voyez, regardez, je suis sur TF1, je vous l'avais dit. Donc ça a forcément créé un peu des trucs, mais à la fois, je pense que c'est important d'être entouré des gens qu'on aime, de sa famille, parce que il y a que ça de vrai en fait. Donc je pense que c'est hyper important d'être entouré des gens qu'on aime et de nos proches, quoi. Aussi pour pouvoir continuer à vivre ce truc-là, parce que c'est pas facile. Enfin, c'est beaucoup de pression, même si on le vit plutôt bien, mais c'est beaucoup de pression, beaucoup de remise en question, beaucoup de tout ça. Donc je pense que c'est important d'avoir un socle et d'avoir un vrai truc pour pouvoir décompresser, et qui a aussi rien à voir avec le milieu, même si j'ai des gens hyper proches du milieu, mais je pense que c'est important de pouvoir différencier les choses pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir savoir comprendre que là on n'est pas dans le média, mais que c'est la vraie vie, quoi. Comment on fait confiance aux gens quand on est dans ta situation, toi? Que finalement, c'est aussi le bon moment pour te dire ce que tu fais, c'est génial. Comme te descendre émotionnellement parlant, à un moment peut-être c'est un peu moins sympa. Comment toi, t'arrives à faire confiance aux gens qui t'entourent aujourd'hui? Je pense que déjà, ce truc-là de se descendre, enfin, je pense qu'il faut aussi faut être assez solide, en fait. Ou même si on l'est pas, il faut se donner une carapace pour être assez solide. Je pense qu'en vrai, il y a que nous. Enfin, on a beau avoir tous les gens qu'on aime, en vrai, il y a que nous. C'est nous qui allons faire les efforts pour se lever, pour avoir les nouvelles idées, pour travailler, pour faire en sorte que ça fonctionne. En soi, il y a que nous. Il pourrait y avoir 1000 personnes de notre équipe autour de nous. C'est nous qui prendrons la décision et c'est nous qui essaierons. Donc, déjà, c'est de travailler sur soi, je pense, le plus possible. Et après, faire confiance. On fait des erreurs parfois, enfin, comme on est humain, quoi, comme tout le monde.
Moi, ce que je me dis, bon, ça m'arrive pas vraiment, mais pas beaucoup, mais si on est déçu de quelqu'un, ou voilà, je me dis que ça fera une jolie histoire racontée dans un spectacle, ou de pouvoir raconter quelque chose de ce truc-là. Donc, moi, j'ai un peu cette vision un peu romantique des relations, de l'amour, de l'amitié, de tout ça, en me disant, si ça se passe bien, c'est chambé, et si ça se passe un peu moins bien, ou ça se finit un peu moins bien pour quelle que soit la raison, que ce soit en amitié, en amour, ou en travail, ou dans ce qu'on veut, bah j'en apprendrai quelque chose pour plus tard, ou j'en raconterai quelque chose dans un spectacle ou quelque part. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Quand on est magicien comme toi, je pense que l'objectif c'est de faire aussi susciter des émotions chez les autres. Enfin, généralement, c'est la surprise, la joie, le rire. Et quand on est magicien, quelles sont les émotions qu'on vit le plus souvent quand on est avant d'être sur scène? Bah, il y a ce côté-là de pouvoir en fait toucher les. En fait, la magie, c'est quand même un des. C'est assez drôle comment je parle de la magie. Enfin, ça se voit que c'est toute ma vie, mais c'est vraiment ce truc-là qui. En fait, on peut changer carrément le mood de quelqu'un. On peut toucher les gens à un niveau. Alors, il y a quand même les chansons où, je pense qu'on est musicien et tout ça, enfin, chanteur, où il y a vraiment instantané quasiment. C'est instantané, puis ça se réécoute. On peut écouter la musique partout, mais la magie, c'est plus. Alors, il y a maintenant avec Internet où voilà, on va regarder, ça va nous amuser, on regarde une vidéo assez drôle, voilà, et puis on va au travail. Et puis il y a aussi ce côté-là, on va en spectacle, on va oublier ses problèmes, enfin c'est un truc qui nous fait rêver, quoi. Et moi j'aime bien cette idée de me dire, alors moi j'adore faire de la magie, bon, à la télé, en spectacle, mais j'adore aussi faire de la magie, des fois je sais pas, je suis avec mes potes et dans la rue, à des moments un peu inattendus, un peu où on me demande pas, tu vois. Je sais pas, tu vas au cinéma, tu vas piéger quelqu'un, t'as un truc de popcorn vide, tu fais ça apparaît, puis t'offres les popcorn, coupe devant toi, t'es dans un bar, dans un resto, tu vas faire un tour de magie aux gens ou au serveur à côté. Et j'aime bien aussi ces moments-là, de me dire en fait que quand je me lève, je sais pas que je vais rencontrer ces gens-là, et eux non plus, ils savent pas qu'ils vont me rencontrer. Et on vit un truc, on vit un moment, un souvenir, et potentiellement les gens ils s'en rappelleront toute leur vie de ce petit moment-là. Donc c'est pour ça qu'aussi, quand je fais des tours, j'essaye toujours qu'il y ait une sorte de connotation et qu'il y ait quelque chose de très positif, pour que ce soit des trucs où les gens, voilà, si pas si un jour ils ont un coup de mou, ils se disent, oh, putain, le mec il avait fait ça un jour, et que ça les fasse sourire. Et c'est pour ça que la magie c'est assez intéressant sur ce point de vue-là émotionnel, où on peut vraiment toucher les gens et on peut vraiment leur transmettre des bonnes vibes et un truc un peu de motivation, quoi, un truc qui leur donne envie de réussir et de réussir. Enfin, j'espère qu'il y a un peu ce paradoxe-là de magie et de réaliser ses rêves, de réaliser des trucs impossibles. En tout cas, toi, c'est ce que tu as envie de faire passer aussi, un peu comme message, parce que le fait de la magie ne peut pas être un métier. Finalement, tu arrives à le faire plutôt bien et en plus dans une sphère où ça se passe plutôt bien. Il y a quand même aussi pas mal de concurrence, hein. Même sur YouTube, il y a beaucoup de gens. Il n'y a pas de concurrence, mais il y a quand même beaucoup de protagonistes qui sont autour de la magie. Ça, je pense que c'est pas évident de réussir à sortir du lot. En plus, maintenant, autant avant, la magie, c'était compliqué. Il fallait acheter des livres, il fallait acheter des DVD, il y a des consommables, un peu comme tu disais au début. Là, aujourd'hui, on peut tout acheter quasiment, limite, partout, à n'importe quel moment. Si quelqu'un qui t'écoute, un magicien un peu plus jeune, là, si t'écoutais, si t'avais un conseil à lui donner qui soit autant inspirationnel que factuel, ce serait quoi? Bah, c'est déjà d'aimer à fond ce qu'on fait, je pense, et d'oser, de pas avoir peur d'y aller. Et au pire, ça fera une belle histoire. Donc il y a ce côté à chaque fois d'improvisation après l'action. J'ai l'impression que c'est un truc qui reste beaucoup et qui est un super conseil pour tout le monde en fait. Genre tente le truc et tant que t'as pas arrêté et tant que t'as pas fini, bah tu peux quand même l'essayer ou en faire une belle histoire ou l'histoire est pas terminée et en faire un super atout. Je pense que la vie, elle est quand même assez bien faite. Les rencontres, je sais pas, la personne que j'ai rencontrée au début, certainement, ce sera. Enfin, je trouve qu'il y a toujours enfin, en tout cas, c'est ce que je vois en général, c'est que dans les relations, dans les rencontres, dans le travail, tout est généralement très bien fait. La vie est très bien faite. Donc, si on a une passion et qu'on est à fond dans quelque chose et qu'on a envie de réussir, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Après, oui, il faut se donner les moyens, oui, il faut prendre des risques, oui, il faut oser, oui, il faut travailler beaucoup plus que tout le monde, en tout cas pour le travail, mais il y a aucune raison que ça fonctionne pas. Il y en a vraiment genre aucune. Tu penses que tout le monde peut réussir ? C'est compliqué cette question parce que c'est vrai que je me demande par exemple pourquoi il y a des gens extrêmement talentueux qui vont chanter dans le métro alors que tu vois ils sont. Je pense que la réussite c'est beaucoup de travail, être malin, en tout cas se faire un plan, imaginer assez voilà comment on a envie que ça visualiser le truc. Et je pense que ouais il y a 1% de chance en vrai.
j'aime pas trop dire ça, même moi, qu'il y a 1% de chance. Moi, j'aime bien croire que voilà, on peut. Effectivement, il y a peut-être 1% de chance qui fait que c'est pour ça que ça fonctionne. Avec tout le reste, avec cette rencontre, il y a des rencontres qui changent tout. Moi, j'ai envie de croire qu'on peut tous réussir. En tout cas, on peut tous réussir si on n'arrête pas, ça c'est sûr. C'est que ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans, mais tant qu'on lâche pas, on peut réussir. Et après, ça dépend aussi de ce qu'on appelle réussir. Ça dépend aussi quels sont nos goals et quels sont nos... Dire je veux être connu, c'est pas... On n'a pas envie d'être connu, on a envie d'être reconnu. Mais donc, il y a aussi ce truc-là d'avoir les bonnes envies, les bonnes intentions. Si un petit magicien veut se dire, voilà, il commence la magie, il se dit, moi, je veux être connu, il le saura pas. Ou alors, il sera connu sur TikTok, il fera une vidéo qui fera 1 million de vues, mais... Donc c'est aussi ça le truc, c'est de vouloir aussi les bonnes choses. Si on a envie de dire bon bah je sais pas, j'ai ce truc là, j'ai cette passion, j'avais un problème familial quand j'étais petit, du coup bah moi je me suis réfugié dans la magie, j'ai envie de réussir et du coup déjà il y a une sorte d'autre démarche et à ce moment-là ce petit là peut potentiellement réussir. Mais donc je pense qu'il y a aussi ce fait de vouloir réussir pour les bonnes raisons. Quel problème t'as résolu à titre personnel avec la magie? J'en ai résolu pas mal et j'en ai encore beaucoup à résoudre, mais forcément la magie a été un refuge et je me suis réfugié dans la magie pour oublier plein de trucs et à la fois c'est peut-être ça qui a fait que j'ai pu peut-être apprendre plus vite et réussir plus vite parce que je me suis réfugié de ouf dans la magie. Pour te protéger de quoi? Tu peux nous en parler? Pour me protéger de quoi? Bah, pour me protéger de plein de choses, de trucs que tu veux pas voir quand t'es plus jeune, que de trucs qui sont pas forcément cool à vivre. Non, des trucs un peu plus graves que ça, mais après je pense que c'est la vie en fait, c'est tout fait partie de ça. Aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme, parce que la magie est un spectacle, et la magie est aussi là pour divertir, mais c'est aussi un travail. Est-ce que tu te considères aussi que toi comme un entrepreneur par rapport à ça? Il y a quand même une grosse part aussi, pour en vivre, il faut gagner de l'argent. Est-ce que toi, tu te vois comme un entrepreneur dans ton rôle aussi de magicien? C'est assez récent ça, parce que moi je vois vraiment les choses, voilà, c'est ma passion, c'est mon truc. Et récemment, maintenant, j'ai cette chance de travailler avec des marques, donc voilà, où c'est créer du contenu pour eux, créer des sortes de schémas, de comment la magie peut... Donc je deviens, entre guillemets, un entrepreneur, et ça me plaît beaucoup, mais à la fois... Mon main goal, voilà, c'est d'être magicien et de, entre guillemets, pas gagner d'argent, mais d'aller faire des trucs de magie dans la rue. C'est ça le plus important pour moi. Mais effectivement, je deviens, on peut dire entrepreneur. En tout cas, j'entreprends quelques trucs et il y a des nouveaux trucs que je vais entreprendre. Ouais. Et quand on est entrepreneur et qu'on fait de la magie, est-ce que découvrir sa propre valeur ou la valeur de ce qu'on a à proposer, est-ce que c'est dur? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, eux, galèrent à trouver leur propre valeur à eux, donc ils passent par un processus, parce que la magie c'est encore autre chose. Est-ce que toi, le fait de vous comprendre la valeur de ce que tu as à proposer et d'arriver un peu à le pricer, est-ce que c'est dur? Est-ce que ça a été dur? Ou est-ce que c'est toujours dur? Bah en fait, je m'en suis rendu compte un peu pas par dépit, mais en tout cas j'avais pas vraiment conscience de ma valeur. Et en fait j'ai compris un truc, c'est que grâce à tous les médias et aux vidéos et tout ça, en fait j'allais target des très grosses stars. Et en fait en targetant ces très grosses stars là, donc je devenais magicien, célébrité, tout ça. Et du coup en fait les marques achetaient mes idées, mais achetaient aussi le fait de toutes les grosses stars américaines que eux ne peuvent pas payer, entre guillemets. Donc en fait je me suis rendu compte que à travers ces très grosses stars là que je faisais des vidéos avec des stars américaines et tout ça, des marques elles peuvent pas les payer, mais elles peuvent m'associer. Du coup en m'associant moi, elles utilisent directement, et c'est comme ça qu'en fait j'ai un peu compris ce truc là. Et du coup après c'est un peu comme ça que je me suis vendu. On arrive à la fin de ce podcast. Ça va vite. Est-ce que il y a un sujet que tu avais en tête sur lequel on est allé ou sur lequel on n'est pas allé, ou que tu aurais aimé qu'on approfondisse plus pour la fin, pour ces dernières minutes? Qu'est-ce qu'on pourrait raconter de plus? Peut-être qu'on pourrait faire un tour de magie. J'ai envie qu'on fasse un tour de magie. Là, maintenant? Ouais. Allez, vas-y. Ok, j'ai envie d'essayer un tour un peu... Je l'ai jamais fait, hein. C'est un truc que je viens même pas de créer, d'imaginer. Est-ce que tu peux sur Google Maps, je vais rechercher quelque chose, sur Maps. Trop bien. Et je me permets. Bien sûr. Je vais écrire quelque chose dessus. Ok, parfait. Top, et je vais le mettre ici. Ok. Parce qu'on en a parlé un peu, c'est qu'avec la magie, je voyage pas mal, j'ai cette chance-là de pouvoir rencontrer des gens dans le monde entier. Et du coup, à chaque fois, j'ai un souvenir, tu vois, j'ai des photos.
Et en fait, j'ai tous les endroits, tu vois, où je suis allé il y a pas longtemps. Tu vois, là, il y a Rome, il y a Londres, Barcelone, New York, Tokyo. Enfin, il y en a vraiment plein, ok. Je vais les montrer vite fait. Je sais pas si, comme ça, on va les voir. Jack. Est-ce qu'on les voit vite fait? Ok, tout différent. Je les pose comme ceci. Est-ce que tu peux soulever un nombre de paquets, ce que tu veux vraiment, ce que tu veux, et tu regardes où t'as coupé. Montre-le aussi à la caméra. C'est bon, tu l'as en tête. Je l'ai en tête. Tu peux le reposer. Tu sais que je suis allé il y a pas longtemps. C'était quoi que t'as choisi? Ouais, Là, New York. New York, tu peux regarder ce qu'il y a sur ton téléphone. Ok, bien joué. Tu peux choisir celle que tu voulais. Ok, bien joué. Ouais, en tout cas, sur cette note de fin, ça m'énerve. Ça m'énerve. Voyager. Merci beaucoup, Merci à Max. toi. Merci beaucoup et attention, à très vite. C'est l'after podcast. C'est le moment où on papote qu'est-ce qu'on. Peut-être une question que je t'ai pas posée ou un sujet qu'on n'a pas évoqué en plus détente que tu aimerais qu'on aborde là maintenant tout de suite. Est-ce que tu penses qu'on a été suffisamment loin sur ce sujet-là? Est-ce que tu penses qu'on aurait pu aller plus loin sur peut-être comment développer sa créativité même au-delà de la magie? Quelles sont les choses qui sont peut-être des faits, des techniques ou des choses qui toi te permettent d'être créatif, autant pour connecter avec des gens Bien que sûr. pour les tours de magie ou pour autre chose dans la vie? Moi, je pense que être créatif, c'est un très grand mot, c'est un bien grand mot, mais je pense que ouais, c'est hyper important d'être curieux. Et en fait, je pense qu'on devrait tous, même si on n'a pas forcément un métier créatif ou pas, aller chercher en fait ce côté de prendre des idées, de toujours voir des nouvelles choses, de toujours vouloir envie de nouvelles choses. Parce que j'ai aussi l'impression que plus on a cette curiosité, cette soif de nouveauté, plus on peut la retransmettre dans notre travail en fait. Parce que si on va toujours chercher quelque chose de nouveau, un nouveau truc, un nouveau détail, bah dans notre business, dans notre idée, dans notre vie, et ben on va aussi vouloir adapter ça. Donc je pense que c'est hyper important de toujours avoir cette soif de nouvelles idées, de nouveautés. Je pense que, en tout cas en France, on a moins cette curiosité, cette culture un peu justement de la nouveauté, de ce truc-là. J'ai l'impression qu'on aime bien rester dans nos positions et je pense qu'en tout cas jeune, on devrait peut-être même à l'école, je sais pas, tu vois, apprendre, avoir une sorte de, je sais pas, l'art plastique à l'époque. Bon, j'étais pas très bon à l'école, hein, mais tu vois, d'avoir une sorte de cours un peu où vraiment c'est on apprend des trucs un peu intéressants et je pense qu'il y a un truc assez important et assez intéressant à Dans développer. l'entrepreneuriat, il y a un truc qui s'appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est même une problématique de certains entrepreneurs qui vont tellement, en fait, par manque de focus, qui vont un coup être dans cette technique, aller faire cette technique-là, un coup dans cette trajectoire-là, un coup ce type de client, et en fait, qui n'ont absolument jamais de résultat. Est-ce que dans la magie, ça fonctionne comme ça aussi? Genre, est-ce qu'il y a de se perdre parmi les techniques? Parce que être curieux, c'est ultra intéressant. Je pense que comme tout à l'extrême, ça peut être aussi une problématique. Est-ce qu'il y a le même problème? Alors, c'est pas, oui, je me suis peut-être mal exprimé, c'est que c'est pas être curieux dans les techniques de magie. Enfin, il faut l'être. Enfin, moi, je le suis et j'ai entre guillemets tout essayé d'apprendre le plus possible, mais c'est plutôt dans tout ce qu'il y a autour. C'est aller au musée, aller voir des films. Enfin, en fait, c'est être curieux de tout autre que la magie pour pouvoir adapter tout ce truc-là. Enfin, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, mais en fait, je pense que si on est passionné de quelque chose ou qu'on aime quelque chose, on connaît beaucoup de choses, que ce soit dans ton travail, tu vois, je pense que tu connais plein de trucs. Moi, dans la magie, je connais plein de trucs. Donc, en fait, on n'a pas tant besoin, même si on a toujours besoin d'apprendre des nouveautés, mais on n'a pas tant besoin de nouveaux trucs sur ce sujet-là qu'on connaît par cœur, même si il faut toujours de la nouveauté. Mais c'était plutôt apporter des idées qui n'ont rien à voir et de ce truc-là un peu, voilà, dedans. Je pense que c'est surtout ça. Tu parlais de l'école. C'est quoi ton rapport à l'école aujourd'hui? En tout cas, le rapport que tu as eu avec un peu de recul sur ton passage à l'école. L'école, bah maintenant les profs m'aiment bien. Maintenant les profs m'écrivent, ils me demandent des photos ou des dédicaces pour leurs enfants. C'est vrai que j'ai jamais été trop fan de l'école parce que enfin en fait si j'étais fan d'un truc, c'était la récréation. J'en parle dans le spectacle, tu vois, mais c'était la récré parce que je pouvais faire de la magie et puis je pouvais prendre des goûters. Donc je crois que c'était le seul moment que j'aimais à l'école. En fait, ouais, le truc c'est que quand tu as une passion très jeune et que tu as un but, et ben le temps passe très longuement à l'école en fait. Okay. Quand je savais déjà ce que je voulais faire, je me disais mais pourquoi je suis là, pourquoi, tu vois. Donc c'était un peu compliqué pour moi de comprendre, d'aller au collège et de continuer, et après encore au lycée, tout ça.
Donc et puis j'étais un peu j'aimais bien faire des bêtises quoi. Je me rappelle piéger les professeurs. J'avais un t-shirt blanc, j'allais au tableau, la prof faisait des blagues, du coup la prof dit Maxime au tableau, j'écrivais au tableau, je revenais m'asseoir, j'avais un t-shirt rouge et la prof elle pétait un câble, mais genre elle disait rien parce que ça genre je disais pas que j'avais changé de t-shirt et du coup je les voyais bug et je rigolais, genre je faisais que des blagues comme ça. J'accrochais un fil à la mauvaise page et je l'accrochais sur mon stylo et je sais pas, je fallait à la page 210, j'étais à la page 140 et du coup la prof elle passait Maxime encore et moi je faisais et j'écrivais et en écrivant sur ma feuille et bah le fil se tirait, du coup la page enfin je faisais que des trucs comme ça. Du coup ça me donnait des idées, hein, mais c'est vrai que j'étais pas très sympa avec les profs. Enfin, j'étais pas méchant, mais je jouais un peu avec eux. Virer des cours, tout ça, ou pas du tout? Non, non, pas justement, pas à ce j'étais point-là, pas à ce point-là, j'étais la limite. Mais c'est vrai que je jouais un peu avec à les rendre un peu fous avec mes tours de magie. C'était un peu mes premiers cobayes. C'est parti. Let's go. Le petit check de fin. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut tout le monde. Ciao. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Merci et on se retrouve au prochain épisode.